Dîner de Técon, saison 2, le retour. Pour cette nouvelle saison, on va continuer avec la même formule. On prend des personnes de la tech et on leur demande ce qui les passionne. On va commencer tout de suite avec un enregistrement fait le 12 septembre 2023. Bon, on est parti pour la deuxième saison du Dîner de Técon. Et aujourd'hui, je reçois Xavier. Je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Xavier Mouton du Bosc, alias Dascritch. Je suis un cinquantenaire qui n'en paraît pas, qui suis sur Toulouse. Je suis un radioteur depuis maintenant une trentaine d'années sur une radio associative de punk à chien qui s'appelle FMR, qui est très connue sur Toulouse. J'ai aussi été animatrice de Minitel Rose pour cette même radio. Puis ensuite, je me suis retrouvé dans une boîte qui faisait du cul. Et on a lancé les logos et sonneries portables. J'ai été producteur télé d'ailleurs pour cette entreprise. J'ai écrit des blagues téléphonées pour les voix des Guignols de l'info, pour pas mal d'acteurs. Et en 2007, je suis devenu développeur, voilà, ce dont on ne parlera pas ce soir. Accessoirement, donc de 93 à 2013, j'ai été chroniqueur de bande dessinée justement sur Radio FMR. J'ai eu la chance d'être membre de la CBD, on en parlera peut-être tout à l'heure, et à ce stade, j'ai plusieurs fois participé au jury du prix de la critique au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Ok, bah ça fait un sacré CV, dis donc. Et encore, j'écume. Ah oui. Donc, on va en parler tout de suite. Qu'est-ce que la CBD? Pour moi, la CBD, c'est un truc qui a La, à voir avec le cannabis. Alors, non, parce qu'il te manque le A d'abord, c'est l'association des critiques de bande dessinée, qui est une espèce, je veux dire, de collégiale, de critiques journalistes professionnels, c'est-à-dire qu'ils sont actuellement une soixantaine à peu près, on y trouve des gens qui sont extrêmement intéressants, il y a le vice-rédacteur en chef de France Info, il y a pas mal de journalistes qui sont à BFM TV, il y a des historiques qui sont derrière. C'est une association qui a été montée en 95 de mémoire, dans la foulée d'une association qui existait déjà et qui remettait dans les années 80, lors du festival d'Angoulême, le prix Bloody Mary de la bande dessinée, c'est-à-dire le prix des critiques de l'époque, qui chaque année fait une sélection sur la bande dessinée. C'est une sélection sur la bande dessinée qui est pas vraiment grand public. Honnêtement, c'est plutôt pointu. D'ailleurs, c'est souvent des sujets d'actualité, des sujets sociétaux. Et d'un autre côté, c'est assez éclectique puisqu'il y a, depuis maintenant une quinzaine d'années, un prix Asie à CBD qui est remis lors de Japan Expo à Paris, qui s'adresse au manga, au manhwa, à la bande dessinée qui vient d'Asie, aussi bien Japon, Corée du Sud, Chine ou Taïwan. Donc c'est à peu près une cinquantaine de personnes. Il faut être journaliste professionnel, ce que j'ai été plus ou moins à une époque. Et il y a chaque année, il y a des écrits assez savants qui sont sortis. Par exemple, Gilles Ratier, que je salue, qui a été longtemps son secrétaire, produit chaque année un panorama de la bande dessinée en analysant en fait les sorties. Notamment, c'est lui qui a tiré la sirène d'alarme dès la fin des années 1990 sur la bande dessinée en disant qu'on arrive peut-être à une crise de surproduction avec 1000 sorties par an. C'est un chiffre qui est extrêmement intéressant. On avait, à la fin des années 90, 1000 sorties par an de bande dessinée. Or, réédition, compilation, œuvres dérivées, œuvres critiques, c'est absolument énorme. Maintenant, on en est à près de 6000. Je ne sais pas si vous voyez le nombre que ça fait. Ça fait par jour ouvré une trentaine de nouveautés qui sont susceptibles d'arriver chez les libraires de bande dessinée. Alors évidemment, tout n'est pas pris, mais c'est dire à la fois l'extrême variété qu'on a dans qu'on a dans le monde commercial en France dans la bande dessinée, c'est absolument énorme. Je crois que la rentrée littéraire pour les romans eux-mêmes, c'est pas plus de 600 bouquins. La rentrée littéraire dans la bande dessinée, c'est pratiquement 3000. Parce que ça part de août et ça va jusqu'à février. C'est une avalanche complète. Et d'un autre côté, on a en France un incroyable bouillonnement
mondiale. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas que de la bande dessinée française, on n'a pas que la bande dessinée franco-belge, on a du comics mainstream et du comics aussi avec un X, c'est-à-dire du comics indépendant, avec des auteurs qui sont américains qui sont venus vivre en France. On a du manga, on a par exemple du manhwa, de la bande dessinée chinoise, du manhwa, de la bande dessinée coréenne. C'est justement extrêmement divers. Il y a des éditeurs qui sont très spécialisés, il y a des éditeurs qui sont grand public, mais justement, il y a, je vais dire, étonnamment, à la fois une surproduction et à la fois une variété éditoriale qui est assumée. D'accord, ça fait... ouais, effectivement, C'est impressionnant. Quand on a ce chiffre-là, on se dit, ah ouais, mais c'est complètement fou. Et à tel point d'ailleurs que moi, ça fait 10 ans que j'ai arrêté de parler de bande dessinée à la radio. Ben, quand je vais chez mes amis, des libraires, des fois, mais je l'avais pas vu, mais je l'avais pas vu, mais je l'avais pas vu, mais je l'avais pas vu. Et ils me disent, ah ouais, mais celui-là, il est sorti il y a 3 mois. Il est quasi enterré. Et je présume que chez toi, tu dois avoir une collection assez importante de BD. Allez, donne-moi un chiffre au hasard. Aucune idée. Je dirais qu'en mètres linéaires, je dois être pas loin de 50 mètres linéaires. Ah, c'est pas mal. Ça va faire dans les 500 kilos de BD, ouais, à peu près. Oui, j'ai bossé dans une boîte d'archivage papier, donc je calcule en mètres linéaires et en poids. Mais ouais, énormément. Toutes ces BD dédicacées que j'ai eu le tort d'avoir prêté à des amis qui ne m'ont jamais rendu. Les BD oubliés chez les parents, les BD aussi que j'ai feuille, comme une bibliothèque, c'est-à-dire que je m'en débarrasse au bout d'un moment, et parce que finalement ça m'intéresse moyen. Des BD que je donne énormément, c'est-à-dire que maintenant je les achète, les bandes dessinées, m'arrive des fois, je les lis, etc. Je fais ouais, bon, sympa, moyen. Mais ou plutôt cool, etc. Mais j'ai envie de le faire découvrir à quelqu'un d'autre, donc je passe le livre. D'accord. Ça m'arrive. D'accord. Est-ce que tu as un style de prédilection en BD? Ah, punaise. Alors quand j'ai commencé en 93, à ce moment-là, la bande dessinée était assez sinistrée, c'est-à-dire que Tintin venait de fermer, Fluide Glacial n'était pas franchement au mieux, Métal Hurlant fermé, À Suivre fermé. Non, ils ont fermé un peu après, pardon, je dis une bêtise. À l'époque, j'étais très bande dessinée franco-belge. Je m'intéressais beaucoup, par exemple, j'aimais beaucoup les bouquins d'aventure, les histoires d'aventure, pardon, genre Le Franc de Jacques Martin. Et en 93, c'était un début d'arrivée du manga. T'avais Glénat qui avait arrivé à populariser le manga en France. Il y a eu plusieurs expériences auparavant, mais ça n'avait pas marché. Ils avaient commencé avec Dragon Ball, avec Dr Slump, et ça marchait moyen, etc. Puis il y a eu Akira, où là on a découvert la bande dessinée adulte, soyons honnêtes, proche littéralement de Métal Hurlant. Et en 93, j'ai commencé à chroniquer des bandes dessinées. 95, il y a des éditeurs qui commencent à m'envoyer des services de presse. Et comme je parlais de manga, tout d'un coup, je traitais le manga comme la bande dessinée ou comme le comics. Et les éditeurs qui m'ont envoyé que des mangas. Et je disais, ouais, c'est chiant, etc. Bon, envoyez-moi un peu de tout. Et j'ai toujours voulu garder cet éclectisme. C'est-à-dire, ça m'amuse toujours autant, par exemple, de lire le journal de Carmilla, de lire les Womox, par exemple, de Renaud et Boulet, qui me font hurler de rire, ou de relire, par exemple, des différents mangas comme Appleseed, qui est pour moi un livre de chevet, pas de Otomo, qu'est-ce que je dis, du créateur de Ghost in the Shell, ou même des comics, ça m'arrive de relire régulièrement Dark Knight de Frank Miller, parce que c'est un traitement de Batman qui est hallucinant. D'accord. Tu parlais de manga, je précise qu'on enregistre le 12 septembre 2023, et que le 8 septembre 2023, Buichi Terasawa nous a quittés, le papa de Cobra.
de Cobra, ouais, entre autres. Il n'a pas fait que ça. Et il l'avait bien vécu, quand même. Ouais. Et tu connais peut-être l'anecdote concernant justement Cobra, Sur son apparence physique. de qui il s'est inspiré, à la fois pour l'apparence physique et pour le côté prime sautier et farceur. Bébel. Jean-Paul Belmondo. Exactement. Et à tel point que, au bout d'un moment, il y avait quand même des producteurs japonais qui réfléchissaient à produire un film live avec Bébel. Avec Yellow en bande-son, ça aurait eu de la gueule, quoi. Littéralement. Ouais, je sais pas si c'est le genre de film qui aurait pu plaire à Belmondo. Il a jamais spécialement évolué dans le milieu SF. Ah si, il en a fait quelques-uns. Il a même fait l'un des premiers films uniquement sur fond vert en France, d'ailleurs, en SF, et le réalisateur disait ah ben il a été très professionnel, il se laissait diriger, etc. C'était pas un mot plus haut que l'autre et tout, adorable. Tu te souviens de Moi je pense que voilà. C'est pas Trou de grave. mémoire. Trou de mémoire, c'est pas la peine. Mais Ça me dit rien. non, moi je pense que Bébel justement, on l'a trop enfermé par habitude. Parce qu'on savait qu'il cartonnait dans certains films. Après, on a oublié qu'il a tourné avec Godard, par exemple. Oui. Et c'est comme ça qu'il a commencé. C'est vrai. Mais souvent, tu as des acteurs comme ça qui se retrouvent enfermés dans un stéréotype et on leur propose rien d'autre. Et je pense que le jour où on lui a proposé Itinéraire d'un enfant gâté, il a dû se dire tiens, ça va me changer. Je crois d'ailleurs qu'il était à la production. C'est possible. Mais voilà, effectivement. Au niveau BD, donc tu as parlé de l'école franco-belge. Est-ce que tu as un auteur particulièrement qui a pu te marquer? Moi, je dirais que l'auteur qui m'a suivi toute ma jeunesse, c'est Franquin. Ah. Et c'est forcément pour Gaston Lagaffe. D'une manière assez amusante d'ailleurs, j'ai le premier dessin où était apparu Gaston qui est à la porte de mon entrée. Sauf que je sais pas pourquoi depuis ils ont rajouté un petit point en guise de bouche. C'est le côté gaffeur, le côté allumé, le côté complètement hors sol, et en même temps le côté bricoleur, voire des fois qu'importe ses conséquences, ou pour la bonne vanne. Et c'est vrai que ça me définit pas mal. Bah, tu vois, Pardon, vas-y. Et Franquin surtout, tu vois l'évolution de son trait. C'est-à-dire, il était très ligne claire, mais gros nez, à la Marcinelle. Et au fur et à mesure, ça commence à se hachurer, ça commence à avoir de plus en plus de détails, ça commence aussi à être noir, hein, avec les idées noires et les dessins qu'il faisait par militantisme. La nature commence à devenir de plus en plus luxuriante dans ses planches. T'as vraiment une impression qu'il a énormément mûri avec le dessin. Une fois qu'il est un petit peu sorti, je vais dire, de Spirou et Fantasio. Ouais. C'est vrai que moi je l'ai découvert avec Gaston Lagaffe, comme quasiment tout le monde, mais le Ouais. jour où je suis tombé sur l'intégrale des idées noires, j'ai dit je préfère les idées noires à Gaston Lagaffe. Pour moi, Et puis c'est un chef-d'œuvre, ces trucs. ouais. Et peut-être l'une des planches idées noires qui ne sont pas dans les intégrales de mémoire idées noires, c'est quand même une planche qu'il a fait pour Amnesty International, où Gaston Lagaffe et Jeanne, mademoiselle Jeanne, se font arrêter par une police secrète et il se fait interroger d'une manière extrêmement musclée. C'est glaçant, c'est absolument glaçant. Prendre son personnage, qui est son personnage à lui, contrairement à Spirou, et le massacrer comme ça pour montrer quels sont les risques envers la démocratie, c'est fort. C'est un acte extrêmement fort, sachant que c'est un personnage qui est connu par les enfants. Et là, ce qu'il montre est absolument affreux. Ouais. Je l'ai jamais vu cette planche, effectivement, elle doit être... Et Franquin, il a 2 points qui sont extrêmement intéressants. C'était un Belge qui vivait dans le sud-ouest de la France. Il y a beaucoup de Belges qui vivent en France pour des raisons fiscales. Les dessinateurs de BD ont de gros problèmes de fiscalité en Belgique, donc ils viennent vivre en France. Et il fait partie du contingent des morts de janvier. C'est-à-dire? En janvier, t'as toujours une hécatombe en janvier d'auteurs de bande dessinée connus. Ils se remettent pas du réveillon? C'est probable. Surtout dans le sud-ouest.
Oh, c'est une Mais légende, ça. c'est une légende. Mais je sais qu'il avait une grosse passion pour les potirons. C'est la dernière interview qu'il a enregistrée pour la RTBF en 96. Il avait une grosse passion pour les potirons et donc les derniers Gaston Lagaffe qu'il a dessinés, qu'il a colorisés, en fait, il a juste colorisé en fait d'énormes potirons d'Halloween. D'accord. Mais c'est vrai que quand je le lis, je me dis, il devait pas être toujours très joyeux. Non, il a eu une grande dépression de mémoire en 67, en faisant QRN pour Bretzelburg, je crois, si je me trompe. Il était sur Spirou, qui est une série déjà qui l'embêtait. C'était parce qu'elle lui appartenait pas. Mais ça, je vais y venir tout à l'heure. C'est vraiment le gros problème de la bande dessinée actuelle. Et en fait, dans le décor, il a décidé de dessiner une commode. Une commode avec des arabesques en haut, tu vois, un petit décor. Et ben, il n'arrivait pas. Et il y a une planche où il a mis une année pour la terminer. D'accord. Mais une année pour terminer l'album du personnage phare d'un hebdomadaire qui compte sur toi, qui a casé le programme sur les 4 prochaines semaines par rapport à ce que tu dessines, ça a dû être absolument terrible. C'est-à-dire, tu n'y arrives pas, et tu as toute la pression éditoriale derrière, mais par contre, on va remplir tel truc, etc. Bah, allez, André, termine ton truc. Et donc, il a eu 3 grandes périodes de dépression, ce qu'on m'a dit. Et je crois que ça a été vraiment la première qui a été importante pour lui. Ouais. Si je me rappelle bien, dans QRN pour Bretzelberg, il y a le marsupilami dedans qui est là et sa création. Le marsupilami, effectivement, est sa création. C'est un personnage qu'il a emporté quand il a cédé à son copain Fournier les pinceaux pour qu'il prenne la suite de Spirou, sachant que il lui a accordé de dessiner le marsupilami pendant quelques planches, dans ses planches, justement pour qu'il y ait une espèce de continuité. Mais effectivement, c'est le personnage qui l'a emporté. C'était le seul personnage d'ailleurs dont il avait vraiment la propriété. Et c'est un investisseur monégasque qui était venu le voir justement pour monter une boîte de publication pour continuer son seul personnage qu'il avait, qui était le marsupilami, pour créer aussi d'autres personnages, j'oublie leur nom, et c'était Marsu Productions, boîte qui a été rachetée après par la suite par Dupuis. D'accord. Pardon, Dupuis, comme disent les Belges. Eh oui, c'est en Belgique, c'est Dupuis. Tu sais, quand pendant 40 ans, tu dis dans ta tête Dupuis, et puis tout d'un coup, t'as un copain qui dit « Ah non, mais je suis passé sur le stand Dupuis, et je... » Eh oui, Tu fais « Bon, ok. » c'est Dupuis. Effectivement. Mais c'est vrai que j'ai été un grand fan, un grand lecteur de bande dessinée. J'ai un peu raconté que j'étais un grand fan de bande dessinée franco-belge. Ensuite, j'ai été un immense dévoreur de manga. Je remercie d'ailleurs énormément le cofondateur des éditions Tonkam. J'ai oublié son nom, voilà, évidemment, qui m'a énormément instruit de ce côté-là. Il m'en voudra, je le sais. Mais je me suis arrêté il y a 10 ans de parler de bande dessinée. Bon, à l'époque, on en était à la 9e année sur l'émission que je faisais à l'époque avec les copains. Et ça faisait des années qu'on comptait le faire. On allait faire une spéciale sur les X-Men. Mm-hmm. Et moi, je me dis, ce qui m'embête, c'est qu'on parle d'une bande dessinée à franchise, etc. Mais en même temps, il y a le personnage de Magneto qui est intéressant parce que c'est un évadé des camps, hein, Magneto, dans l'histoire. Et or, sortait une bande dessinée absolument géniale, un Spirou vert de gris, où on imagine Spirou et Fantasio sous l'occupation allemande en Belgique. Bande dessinée absolument incroyable, un triptyque qui s'est terminé il n'y a pas longtemps, où Spirou a un amour, mais un amour qui malheureusement est une fille qui est juive et qui va finir dans les camps. Donc il y a un vrai drame qui est raconté derrière.
Le copain m'a dit, ouais, tu parles de franchise, mais là, c'est une franchise que tu vas chroniquer. Et il avait raison. Spirou est une bande dessinée qui n'avait jamais été créée par des auteurs. Ça a été créé par un éditeur qui a passé commande auprès d'un peintre, Robevel, pour créer un personnage. Et en cela, il s'est plus ou moins inspiré de ce qui existait aux États-Unis avec les syndicates, c'est-à-dire des agences de presse qui vendent des strip comics, c'est-à-dire des bandeaux de dessins pour les journaux, qui étaient à destination des immigrés peu lettrés, mais qui lisaient quand même les journaux dans les États-Unis. Dans lequel tu avais Pim Pam Poum, tu avais plein de séries comme ça, mais des séries qui n'appartenaient Popeye, mais qui n'appartenaient pas à leurs auteurs. C'est-à-dire elles appartenaient à William Random Earth, pardon, anglais au secours, qui appartenait à des grands manias de la presse, et c'était des franchises, c'est-à-dire qu'ils cédaient tous les droits derrière leur bande dessinée. Quand le comics de super-héros est arrivé, avec Timely, avec ici, avec tous ces éditeurs-là, avec des personnages comme Batman, Superman, Captain America pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était pas des personnages qui appartenaient à leurs auteurs, ils appartenaient à des éditeurs. Et ça, c'est le règne du copyright, c'est-à-dire que tu cèdes absolument tout. Jusqu'à l'existant. Il y a eu des gens qui sont rebellés là-dessus. Par exemple, tu as eu Kirby qui a tout fait pour obtenir les droits sur ses personnages, mais qui l'a fait avec difficulté. Il n'a pas pu les récupérer tous. Il y a eu Jerry Siegel et Joe Shuster, je suppose que tu sais qui c'est. C'est les créateurs, voilà. Mais les créateurs de Superman, le grand public n'a su que c'était eux qu'au moment de la sortie du premier film. Et suite à un combat homérique par la famille des deux auteurs contre les producteurs et contre DC. Et ça, c'est quelque chose qui est arrivé en Franco-Belgie à peu près en 89. Tout simplement à la disparition de Edgar Jacobs, le créateur de Black et Mortimer. Et on a proposé à Bob Demore, qui était l'assistant de Jacobs, de terminer les 3 formules du professeur Sato. Sauf qu'il a été littéralement... lui, il voulait faire une histoire qui soit un petit peu différente justement de l'histoire qui était prévue. Et l'éditeur, lui, il voulait encore une autre histoire. Et il a imposé sa vision en lui disant « tu ne seras pas payé sinon » ou quoi que ce soit. Donc il a été littéralement martyrisé. Ça s'est pas très bien passé quand même, cette collaboration. Ça a continué en 95, pardon, excusez-moi, avec l'affaire Blake, dans lequel la suite de Black et Mortimer est reprise par Jean Van Hamme au scénario et je ne m'en souviens plus. Je crois que c'était Ted Benoît qui faisait le dessin. Et à ce moment-là, on a vu une accélération dans la bande dessinée de franchise en France. C'est-à-dire que on prenait des auteurs qui étaient talentueux, qui étaient connus. Jean Van Hamme, quand même, le créateur de 13, le créateur de Largo Winch. Plus, il a fait aussi le scénario du film Diva. C'était pas n'importe qui. Ted Benoît, c'était quand même un dessinateur extrêmement carré et tout ça. Puis pour Black et Mortimer, on a pris André Julliard, le créateur quand même de l'Épervier Rouge, du Cahier Bleu, Didier Convar, René Stern, Christian Cailleux. Là, tu fais, mais comment ça se fait? On a vu les autres éditeurs faire de même, avec, c'était déjà le cas avec Spirou et Fantasio. Ça a été le cas avec les Schtroumpfs, puis ensuite Lucky Luke, puis ensuite Corto Maltese récemment. Corto Maltese, c'est-à-dire on a mis Juan Diaz Canales et Ruben Pellejero, qui sont des dessinateurs extrêmement talentueux. Bastien Vives, qui est quand même un jeune auteur qui, malgré les polémiques, a quand même un sacré dessin. On prend des auteurs qui sont pointus, qui sont carrés et tout ça, genre Jean-Yves Ferry pour Astérix.
Là, tu fais qu'est-ce que l'auteur de Aimé Lacapelle va faire sur un personnage agronné comme ça. Ça en est à un point où on dit à des auteurs, les éditeurs leur disent, écoute, c'est très bien ce que tu fais, oui, ça vend pas mal, mais on va te proposer de vendre mieux, et de toute façon, si tu dis non, ta prochaine série, le prochain tome de ta série, on fera tout pour la torpiller. C'est marrant, ça me rappelle un peu ce qui se passe. Ça fait mal. Ouais, ça me rappelle un peu ce qui se passe au cinéma entre les réalisateurs et les studios, comme Ridley Scott avec Blade Runner qui s'est battu pour avoir la Director's Cut et la Director's Cut de la Director's Cut, etc. Comme Zack Snyder avec Justice League qui a fait un lobbying sur les réseaux sociaux pour pouvoir enfin monter sa propre version. Et encore, ils sont producteurs. Sinon, ils n'auraient jamais pu avoir ce statut-là, puisque c'est vraiment le copyright, c'est-à-dire tu touches rien d'autre. Une fois que tu as touché ton chèque, bye bye. Le dernier pays où il y avait vraiment une culture d'auteur, c'était le Japon. Et là, le Japon, depuis 5 ans, est en train de virer vraiment dans une culture de personnages qui n'appartiennent plus à leurs auteurs, mais personnages d'éditeurs. Yukito Kishiro, qui est le créateur de Gunma, connu peut-être pour le nom du film Battle Angel Alita, s'est fighté avec son éditeur parce que il s'est retrouvé avec un éditeur en chef qui voulait censurer des pages du premier tome. Ouais. Il a dit, mais attends, c'est complètement débile. Pourquoi tu me demandes ça maintenant? Il y a eu Berserk, qui est une série SF absolument dingue, absolument malade, etc. Kentaro Miura est décédé récemment, et on a appris que ces seconds allaient prendre la suite, mais que les personnages allaient appartenir à l'éditeur, à tel point qu'il y a une rumeur qui court, comme quoi il y a du personnel éditorial de l'éditeur qui ont fait le siège de sa famille pour qu'il cède les droits. Ça devient violent. Ça devient violent, ça devient ultra problématique. Moi, j'ai un souvenir d'un festival d'Angoulême absolument incroyable où il y avait mince, ah, flûte. Attends, j'ai cherché. Je suis désolé, j'ai pas de mémoire des noms. C'est pas grave. Du coup, tu peux te foutre de ma gueule, mais tu vas le couper, tu peux ne pas le couper et tu auras raison. Ah ouais, bah alors c'est pas le journal Spirou que je veux. Pendant que tu cherches, moi j'ai noté quelque chose quand j'étais gamin. Je lisais beaucoup de BD issus du journal de Spirou. Ma BD d'enfance, c'était Yoko Tsuno de Roger Leloup. Oui, qui est toujours vivant, qui continue à dessiner à 88 ans. Ouais. Mais tu sens qu'il a du mal à faire les yeux maintenant. C'est ça. Et j'aimerais l'interviewer pour CPU. Ah, ça peut être sympa. J'avais remarqué un truc dans ces BD. Il me semble que quand c'était publié dans le journal de Spirou, c'était par rafale de 4 planches. Ouais. Et en fait, quand tu lis ces albums, tu te rends compte qu'à toutes les 4 planches, il y a un mini cliffhanger. Bien sûr, parce que c'est du feuilletonnage. Et d'ailleurs, tu prends du Balzac ou tu prends du Victor Hugo, t'as du feuilleton derrière. T'as toujours des cliffhangers dans les chapitres. Donc on avait plus justement la structure d'album, elle a permis de se libérer un petit peu de ce cliffhanger régulier, tu sais, un peu comme on a le découpage dans les séries américaines qui sont diffusées à la télé, qui sont en 3 actes, avec un cliffhanger à chaque coupure pub de la diffusion américaine. Par contre, la prépublication a disparu. Ça, comme je l'ai dit, il n'y a plus Tintin, il n'y a plus À Suivre, il n'y a plus Vécu, il n'y a plus Circus, il n'y a plus toutes ces revues-là. Ça pose un problème. Ça veut dire que maintenant, un jeune auteur qui débute, il est obligé de faire direct un premier album. Ouais. Il a pas droit à l'échec. Parce que s'il se foire sur le premier album, l'éditeur il dit, bon écoute, t'as l'avance du Centre national du livre, mais après on va arrêter là. C'est problématique pour cela, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ce recyclage, je veux dire, pour les auteurs.
Et je parlais tout à l'heure justement du problème de la franchisation. Jean-David Morvan, qui est un scénariste de SF absolument formidable, tu connais pour ce qu'il a fait pour Sillage, par exemple. Il a scénarisé des Spirou avec son pote Munuera. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a voulu faire un Spirou en manga. À l'époque, il avait énormément d'introductions après de dessinateurs de manga au Japon. Il a décidé de prendre un jeune et lui dire: tu vas dessiner un Spirou comme si Bruxelles était catapultée dans le 4e millénaire, etc. C'est un dessin qui est ultra nerveux, c'est un fantasio comme tu n'as jamais vu. Donc ils ont fait un hors-série de Spirou. Mais Jean-David Morvan essayait de convaincre l'éditeur de le passer en album et de l'éditer en format manga et de faire un Spirou manga comme ça pour aller chercher un nouveau lectorat. D'accord. J'étais à Angoulême dans un hôtel dont je tairai le nom, mais qui est un peu le Fight Club, c'est-à-dire vous pouvez y aller, il n'y a pas d'accréditation pour y aller. C'est juste que c'est bondé comme un œuf, vous allez payer votre demi 10 € et votre demi, vous n'aurez pas le temps de boire parce que il sera vidé parce que quelqu'un vous aura bousculé derrière, et c'est quelqu'un que vous connaissez absolument pas, mais qui est sûrement très important dans la bande dessinée. Et dans l'après-midi, je faisais... lors d'une soirée, j'étais avec les copains avec qui je faisais l'émission. Et il y a Jean-David Morvan, tout d'un coup, qui se tourne vers moi. On se connaît, mais il se tourne vers moi. Il prend de la main de son éditeur qui lui a amené 2 demi. Il prend 2 demi, il en prend un et il m'enfile un. Et il me dit: Xavier, qu'est-ce que tu penses de la problématique de la création actuellement en France ? Qu'est-ce que tu vas répondre ? Le lendemain, on est en interview en journée avec un auteur de manga que j'adore énormément. Et du coin de l'œil, on voit Jean-David Morvan monter dans sa chambre, toujours en discussion avec ses éditeurs et son dessinateur, descendre avec un bonnet en tricot, un bonnet tricoté vert avec des dollars en relief. Morvan, il pèse dans le milieu de l'éditorial. Et à ce moment-là, je le vois faire un putain de bras d'honneur à son éditeur, au staff du Puy. Et alors que j'allais ranger mon mini-disque et mon enregistreur, etc., il vient me voir et il dit: bon, vous pouvez publier sur Actua BD. Je quitte Spirou. Alors Actua BD, c'est un site d'information de la bande dessinée pour les professionnels, extrêmement suivi. J'ai eu la chance d'écrire là-dedans. Toi, t'es là, t'es sur un scoop absolument incroyable. Angoulême n'a parlé que de ça par la suite. Qui va reprendre Spirou ? Sachant que donc les éditeurs ont clairement dit: non, t'as pas le droit de faire la création, tu restes dans une ligne éditoriale extrêmement pointue et tout le reste. Ça a été glaçant. Ouais. Ça a été glaçant comme ambiance. Moi, c'est clairement ce qui fait que j'ai plus envie. C'est-à-dire que j'ai plus envie de tant parler que ça de la bande dessinée. La bande dessinée, c'est une économie qui vit bizarrement. Comme je l'ai dit, 6000 nouveautés par an. Pourquoi 6000 nouveautés par an ? La bande dessinée, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu achètes un album, 12 €, tu as difficilement 1 € qui arrive au scénariste, au dessinateur, au coloriste. Même le coloriste, des fois, il n'est même pas payé. C'est-à-dire, j'ai vu des dessinateurs prendre 500 € de leur poche pour payer un coloriste. Ça m'a glacé. Oui. Et en fait, c'est très simple. Quand tu es un libraire de bande dessinée, tu dois t'inscrire auprès d'un distributeur. Distributeur, c'est lui qui va t'amener les packs de BD. Tu vas t'inscrire auprès d'un diffuseur. Le diffuseur, c'est une boîte, Macassar, Del Sol, qui va représenter les catalogues des éditeurs. Ces 2 boîtes, alors, sur le prix d'une bande dessinée, la TVA est à 5,5, tu as 20% qui est pris par le point de vente.
C'est normal, c'est le prix moyen, hein, c'est la marge moyenne, hein, en fait, dans le commerce. Tu as 20% qui sont pris par le distributeur. Tu as 20% qui sont pris par le diffuseur. Après, tu as l'éditeur. Et quand tu es libraire, tu passes commande auprès du diffuseur. Par exemple, je voudrais bien 3 tomes, là, par exemple, de Jordan Mechner, par exemple, sur son histoire personnelle et sur l'histoire du jeu Prince of Persia. On va te dire, oui, il n'y a pas de problème. Mais savez-vous que chez Delcourt, on a tel blockbuster et tel blockbuster, tu vas m'en prendre 62 chaque, on va te mettre les présentoirs, et puis tu vas aussi me prendre 10 tomes de 20 séries absolument inconnues. Des fois, ils te remplissent même le papier sans que le libraire n'ait rien à dire. D'accord. Le camion arrive, ce qu'on appelle un jour d'office. En général, c'est le mardi ou le jeudi. Le camion arrive, te livre les bouquins. Immédiatement, le compte bancaire du libraire est débité. C'est-à-dire, le prix des bouquins est directement pris. Et tu n'as pas le droit de les renvoyer. Alors, en général, c'est un contrat qui est entre 3 et 6 mois. D'accord, donc si ça se vend pas, Tu les invendus, c'est pour toi. Maintenant, j'ai dit un truc intéressant. Del Sol. Del Sol, c'est la contraction de Delcourt et Soleil. Soleil, je connais. Hachette. Hachette fait la diffusion et la distribution. C'est-à-dire que les éditeurs, ils touchent 20% plus 20% plus 20%. En fait, ils gagnent plus d'argent actuellement en jouant sur les immobilisations des libraires qu'en vendant réellement les albums. D'accord. Ils ont plus intérêt à avoir énormément de nouveautés et à ce que ça soit diffusé, mais ensuite de reprendre les nouveautés et les envoyer au pilon, ils s'en fichent. Et la dernière fois que j'ai fait le festival d'Angoulême, j'étais le soir, je déambulais avec des copains et en tant que professionnel, entre guillemets, hein, j'avais un badge soi-disant pro, mais j'étais plus pro à l'époque. J'avais un badge marqué presse, Xavier Mouton-Dubosc, FMR, et à l'époque c'était supplément week-end, ça s'appelait comme ça. FMR Actua BD en plus, puisqu'on était dans un média pro. Et tout d'un coup, il y a des jeunes qui viennent me voir, et il y en a un qui dit: ah, c'est toi qui fais cette émission. J'étais l'une des premières émissions podcastées, émissions de radio podcastées simultanément sur le net. Donc c'était en 2004-2005 à peu près. Et je discute avec eux, et le type il en était à sa 3e BD, au 3e tome de bande dessinée qui sortait. Ça marchotait moyennement, c'est-à-dire 2000 nouveautés à peu près, ce qui est pas trop mal hein, quand même pour un petit jeune. Et il avait des collaborations avec différentes revues qui existaient à gauche à droite, des trucs comme ça. Et il m'a dit: ah, grâce à toi, je suis devenu auteur de bande dessinée, je te remercierai jamais assez. Tu la vois, la petite goutte sur le fond. Je lui ai posé une question, je lui ai dit: mais est-ce que tu en vis? Il m'a dit: non, j'ai d'autres boulots à côté. 60 à 70% des auteurs de bande dessinée ne touchent pas le SMIC par leurs bouquins. Ouais, il faut être une superstar pour vivre confortablement. Ouais. Littéralement. Ou alors, faire une bande dessinée plutôt moyenne, et tout d'un coup, on te propose de reprendre un Astérix ou de reprendre un Tintin qui sortira qu'en 2038. Ouais. Toi, t'es là, tu fais: est-ce que je peux encore... Parce que, ouais, j'en parle d'une manière passionnée des bouquins, sur la composition graphique, sur le scénario, sur la période qu'ils décrivent, sur le discours qu'il y a derrière, sur le discours critique ou ce que cela amène en soit. Et j'ai amené des gens à faire ce boulot pour lequel ils sont pas super bien payés. Et ça m'a coupé la chic. Je comprends. Heureusement, j'avais une autre passion, le numérique. Et là, je me suis dit, si j'arrive à passionner des gens, je pense qu'ils vont être un peu mieux payés. Mais j'ai encore des relations avec des dessinateurs de BD, même si j'en vois pratiquement plus régulièrement. Mais j'ai des souvenirs incroyables avec un auteur de BD, avec des auteurs de BD. C'est des artisans qui vont, en une année de labeur, souvent le soir, souvent le week-end, pondre 48 planches,
et qu'un goyot comme moi, en 5 minutes, va les casser en radio. Mais j'ai rarement vu plus humble qu'un auteur de bande dessinée. J'ai reçu des poètes à la radio qui sortaient 500 exemplaires dans une maison d'édition, mais qui me prenaient de haut. J'ai des petits groupes édités par Warner qui se la pétaient comme pas deux à l'antenne, mais j'en ai vu. Des acteurs de téléfilms qui sont retrouvés second rôle dans un film et qui, et qui sont là et qui disent oui, non mais maintenant je suis connu, on m'arrête dans la rue, etc. Ouais. Non, un auteur de bande dessinée, non, parce qu'il a cette passion, parce qu'il a porté l'album quasiment tout seul, ou sinon avec son scénariste ou un co-dessinateur. Qu'en plus j'avais lu, quand tu lis l'album et que tu as des questions qui sont plus ou moins pointues sur tel truc, tel machin, etc. Est-ce que c'est une référence à tel truc ou quand tu parles de tel événement, ça m'a fait penser à ça, qui est un événement historique et tout ça. Ils sont ravis. Ils ont la main sur le cœur, littéralement. Ouais. Mais voilà, ils sont dans une situation qui est pas énorme. C'est pour ça qu'il y a un gros débat qui existe depuis 15 ans maintenant dans la bande dessinée, qui est est-ce qu'on doit faire comme aux États-Unis, c'est-à-dire quand on fait une séance de dédicace, doit-on payer l'auteur pour la dédicace? Si vous allez à une convention style Japan Expo ou Sérimania ou à Toulouse le TGS, vous rencontrez des acteurs de séries américaines et tout le reste, pour une feuille volante dédicacée ou une photo signée, ils vont vous demander une somme. Parce que tout simplement, c'est ce qu'il leur reste, parce que les droits de diffusion, ils touchent pas forcément. C'est le cas justement de l'une des raisons de la grève actuellement à Hollywood. Oui. Je sais qu'il y avait eu un cas comme ça en France, je me souviens, c'était les doubleurs de la série Friends, qui était une série multi-rediffusée, et qui s'était mis en grève, et d'ailleurs il y en a 3 qui s'étaient fait virer. Blacklisté. Oh, ils ont continué à bosser derrière, ils ont fait des trucs. Enfin, je sais qu'il y a. Ouais, mais c'était au cachet. Je sais que c'était au cachet dans le doublage. Mais parce que voilà, ils touchaient rien sur les rediffs alors que c'était leur boulot. Mais Emmanuel Curtil qui faisait Chandler, qui a fait énormément d'autres voix à côté, qui fait Jim Carrey, qui en fait d'autres. Et il a quitté la série à cause de ça parce que il se sentait mal considéré et mal récompensé pour son boulot. Et... C'est le problème. C'est aussi parce qu'en France, enfin je pense que c'est général, on considère si tu vis de ta passion, t'as pas besoin de grand chose pour vivre. Oui, d'amour et d'eau fraîche. Ouais. Comme si t'avais pas une vie derrière et tout ça. Ben oui. Mais ça fait mal. Hein. Oui, j'imagine. Mais je comprends effectivement que cette ambiance ait pu t'éloigner un petit peu du milieu, parce que voir des gens galérer comme ça doit pas être évident. C'est pas évident, mais néanmoins, j'ai encore de la joie derrière, tu vois. C'est-à-dire là, par exemple, ça faisait un bail que je voulais rencontrer Jordan Mechner. Donc Mechner, j'en ai parlé rapidement, c'est le créateur de Prince of Persia, mais aussi de Karateka, The Last Express et tout ça. Il a fait une excellente BD qui s'appelle Replay chez Delcourt. Replay dans le sens relire, enfin le replay vidéo. Justement. Moi sinon je pense toute l'histoire parce que à Hélène il Ripley écrit dans Alien. Non, c'est parce qu'en fait, il écrit son journal perso depuis qu'il est tout petit. Et en fait, ils font ça depuis plusieurs générations dans sa famille. Et il raconte l'histoire de son arrière-grand-père, de son grand-père qui a fui les nazis et qui a laissé son père à Calais parce qu'il n'avait pas suffisamment de visa, pour aller à Cuba. Et en même temps, il raconte l'histoire des jeux vidéo qu'il a créés, notamment Prince of Persia. Et ce que l'on sait peu, c'est qu'aussi il est cinéaste, il est réalisateur de documentaires. Là, c'était une occasion rêvée pour moi de me remettre entre guillemets à la bande dessinée pour de ressortir mon carnet d'adresses, d'aller voir des copains libraires et tout ça. Et je te l'annonce en exclusivité, c'est-à-dire avant même que je l'annonce à la radio, puisque on le fait venir le mardi 7 novembre dans un cinéma à Toulouse, Utopia, Bordeaux Rouge.
Et il va présenter un film d'ailleurs. Et on pensait qu'il allait présenter un de ses documentaires qui ont été nommés aux Oscars. Mhm. Non, il a pris Casablanca. D'accord. Pour la centenaire de la Warner, je peux te dire, on est ravis. Donc il y aura des vieux micros, des trucs comme ça. Et ça, je pense, c'est intéressant. Il y a aussi des dessinateurs, des fois, que je croise, et des libraires, hein, de toute façon, puisque pas mal de libraires de Toulouse vivent dans mon quartier. Ok. Bah, merci pour l'exclu. Ok, ok. Il y a un sujet un peu délicat dans le monde de la BD, tu l'as rapidement évoqué tout à l'heure, c'est Bastien Vives. Ouais. Est-ce que tu veux en parler ou non? Bastien Vives, allez, je vais être franc, j'ai partie de ceux qui ont voté pour lui, pour le prix de la critique à Angoulême. Je me souviens quand il a reçu son prix, qui était un film d'animation basé sur sa bande dessinée Ballerine, par le précédent lauréat, et il avait la larme à l'œil à la projection. C'est un dessinateur que je trouve talentueux, mais c'est un dessinateur qui manque un petit peu de subtilité et de sensibilité. Son gros problème, c'est que des fois, il le fait, il dit par bravade. Il a fait une bande dessinée qui s'appelle Les Melons de la colère, où il est question du viol d'une fille qui, dans un village, qui après se venge et qui va tuer ses violeurs. Et il y en a qui disent oui, c'est ce qu'il montre, c'est cru et tout ça. Il montre aussi des gamins nus dans certains de ses albums, mais c'est pas des albums d'ailleurs qui en plus sont à destination des gamins. C'est dans des collections adultes. Euh, donc Bastien Vives, je pense que malheureusement, euh, il a des réactions qui n'ont pas été très soft, littéralement, et je crois que ça l'a desservi. Je ne cautionne pas tout ce qu'il a dit, loin de là. Je ne cautionne pas tout ce qu'il a publié, loin de là. Je pense par contre que le fait qu'il soit à succès, le fait qu'il marche bien, le fait aussi qu'il a repris Corto Maltese, ça n'a pas aidé au tribunal des réseaux sociaux. Ouais. Ok. Je dois dire que après, moi-même, je l'ai ghosté quand même suite à cette affaire. C'est moi aussi, hein, ça m'arrive de ghoster des gens qui se font lyncher publiquement. Est-ce que c'est la bonne réaction? Je dirais que moi-même, je suis pas blanc, pas noir. Ça m'est arrivé d'avoir eu des phrases qui m'ont complètement échappé, qui étaient absolument malheureuses. Ça m'est arrivé d'avoir des opinions que maintenant je regrette absolument, littéralement. C'est juste que quand on est auteur de bande dessinée, on assume littéralement ses écrits. Voilà. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Hein. Voilà. Sauf qu'en bande dessinée, il y a beaucoup de fiction. Et c'est quelque chose qu'on oublie. Oui. Après, je veux dire qu'il y a eu beaucoup d'affaires comme ça. On a, Jacques Martin, je l'ai rencontré alors qu'il avait sa morula, qu'il était avec ses petits jeunes dessinateurs qu'il coachait pour prendre la suite de ses séries comme Alix et Le Franc. Jacques Martin, moi, j'étais un immense fan à une époque. Mais quand je lui ai posé la question, Le Franc, alors Alix qui aide Enac a 12-13 ans hein, dans l'histoire, mais ça se passe à l'époque de Rome. Des gamins en vadrouille, ça passe encore. Mais Le Franc qui aide Jean-Jean qui a 14 ans, qui a un louveteau sur lequel il a plus ou moins la garde, un truc comme ça passe moyen. On a soupçonné plus ou moins Jacques Martin de pédophilie. Lui, il m'a répondu, il m'a dit, vous savez, à l'époque antique, ça ne gênait personne que des jeunes vadrouillent tout seuls et aillent de village en village. Mais il y a eu des points de suspension qui m'avaient mis fortement mal à l'aise, hein, quand même à l'époque. Ouais, je peux le comprendre, oui. Hergé, faut pas oublier que quand il a fait Tintin chez les soviets, c'était un anticommuniste primaire.
Mais en même temps, quand il a fait le Lotus Bleu, il fallait un courage monstrueux, alors qu'il est édité dans Le Soir, qui à l'époque était volé à ses créateurs par les Allemands, sur lequel il y avait une branche de collaborationnistes absolument ignoble, et il y glisse dedans une histoire où il est question d'amitié des peuples. Où en plus il est question de sauver Chang, qui est un Chinois, de l'occupant japonais, qui est allié des nazis. Ouais. Donc après, je dirais, on a tous notre part d'ombre, et après, on a tous, je vais dire, nos possibilités de rédemption. Et il y a aussi ce que, des fois, certains auteurs sont capables de faire, justement, soit par rédemption, soit parce qu'ils avaient une envie sincère de changer des choses dans le monde et dans le bon sens. Ouais. Et ça, c'est arrivé aussi. Ouais. C'est vrai que Hergé a été très critiqué sur Tintin au Congo, qui reproduit les clichés racistes de l'époque. Après, était-il raciste? C'était non seulement la pensée archi-dominante de l'époque, mais il était dans un journal qui était le XXe siècle, qui était tenu par un abbé qui était ultranationaliste. Il était dans une nation où en fait la colonie était l'ancienne propriété du roi régnant, et où il était question de bien civiliser ces sauvages là qui se promènent en pagne et tout le reste, ou même en France on faisait des expos coloniales, des expositions nègres, où on reconstituait des villages avec soi-disant des indigènes, et c'était stagé d'ailleurs, c'était franchement exagéré. Je pense qu'il y a 30 ans, on rigolait encore des blagues de Michel Leb. Oui. Maintenant, c'est plus le cas. Les choses évoluent. C'est une bonne chose. Honnêtement, on a des choses dans la société. Je suis bien content de ne pas revenir en arrière par rapport à il y a ne serait-ce que 40 ans. Ouais. Il y a Et encore même beaucoup de chemin. dans notre vie. Mais je pense que le lynchage vis-à-vis de lui est plutôt violent. Si on doit vraiment l'attaquer pour pédopornographie, il faut l'attaquer en justice. Si ça n'a pas été fait en justice, et il y a eu plusieurs associations qui l'ont poursuivi, des associations d'une certaine couleur politique d'ailleurs, et qui ont toutes été déboutées. Coloration politique et obédience religieuse, une obédience religieuse dans laquelle il y a eu une culture du viol institutionnalisée pendant des millénaires. Oui. On ne va pas l'oublier. Oui, mais c'est toujours pire que les autres. Voilà, exactement. Donc, soit on le poursuit, soit ça reste de la bataille d'opinion. Ouais. Et après, c'est horrible, c'est pénible à dire, mais c'est pas faux. C'est-à-dire que si on ne titillait pas la liberté d'expression, je crois qu'il n'y aurait plus Charlie Hebdo. Oui, c'est ce qui se passe en ce moment c'est en Norvège, je crois, ou en Suède, où ils sont en train de remettre en place le délit de blasphème. Et ce que l'on oublie, c'est que l'origine de tout ça, c'était une dizaine de publications de caricatures dans un journal humoristique suédois, journal humoristique d'extrême droite d'ailleurs. C'est-à-dire que, Bah oui, là aussi, ils n'auraient pas apprécié qu'on fasse les mêmes caricatures sur leur religion, eux. Voilà, exactement. Après, la pédophilie, c'est quelque chose qui n'est absolument pas excusable. On va être honnête. On va dire que s'il y a bien une chose qu'on a le droit de garder quand on est jeune, c'est l'innocence. Oui. Et oui. Mais certains préfèrent leur plaisir à l'innocence des autres. Voilà. Par contre, il y a certains qu'on n'a toujours pas poursuivis pour ce qu'ils ont écrit dans leurs livres et qui sont des faits avérés, et que les livres en question sont des autobiographies. Oui. Mais bon. C'est horrible de dire, de dire ça, et c'est du whataboutisme. Mais là-dessus, je pense que voilà, il
y a beaucoup à dire. Oui, oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Ok. Bon, ça fait bientôt 50 minutes qu'on enregistre, donc Ah on va ouais? couper là. En général, quand je discute avec quelqu'un qui a une passion éditable, on va dire, je lui demande si elle a un album à recommander, que ce soit en musique, en film. Voilà. Donc toi, est-ce que tu aurais un album, soit une nouveauté, soit un classique, mais un album qui t'ait sincèrement touché, sans rapport avec J'en la aurais deux. discussion précédente? Alors, j'en aurais deux. Euh, Masamune Shirow, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'adore et que j'adorais avant d'avoir connu Ghost in the Shell. Appleseed, et surtout le deuxième tome d'Appleseed. Parce que donc l'histoire, c'est des réfugiés de zones de guerre qui se retrouvent dans une ville idyllique et qui se rendent compte que la ville est composée à moitié d'humanoïdes et qu'il y a un ordinateur sentient qui a une espèce de sénat de sages de 12 personnes et qui a des armes absolument gigantesques, mais il y a une espèce de paix armée assez étrange dans cette ville. Et on va avoir un coup d'État dans cette ville. Et au fur et à mesure qu'on le lit, on se rend compte que l'enjeu est encore plus grand que ce que l'on peut penser. C'est vraiment, puisqu'on finit en fait sur l'enjeu de qu'est-ce que l'humanité. Et il y a du débat philosophique, du débat politique. Et puis au bout d'un moment, je me souviens parce que je regardais l'édition française, qui à l'époque était traduite de l'édition américaine où les planches étaient retournées. Et je regardais le fond, et à l'époque j'étais un gros fan d'un bouquin qui s'appelle Godel et Sherbach. Et je dis, mais attends, les annotations de Godel, ça derrière. Et tout à la fin, t'as un personnage qui a un t-shirt Douglas R. Hofstadter, G.E.B., les brins d'une guidance éternelle. T'es là, tu fais oh, oh, oh la claque. Et quand j'étais à la fac, c'était au moment où Ghost in the Shell, le premier tome, était sorti, je suivais des cours d'épistémologie, d'histoire des sciences. J'étais en fac de bio. Et je discutais un petit peu avec le prof à l'époque. Et puis il me voit sortir ce bouquin, il me fait ah bah tu devrais regarder parce que normalement tu as deux profs à toi qui sont dans les notes. Pardon. Effectivement, Ghost in the Shell, le manga, t'as plein de notes en bas de page. Et à l'époque, Glénat les avait mal traduits, avait mal compris les noms. Et en fait, il y avait énormément de publications dans Nature, dans la recherche et tout ça. T'es là, tu fais ok. Et le deuxième bouquin que je recommande, c'est L'Art invisible de Scott McCloud. Scott McCloud est un théoricien de la bande dessinée, et dans ce bouquin, il t'explique ce que c'est que la bande dessinée en bande dessinée. Ah oui. Et c'est ultra malin, c'est ultra intelligent. Le deuxième tome, c'est alors L'Art invisible, il le dit lui-même par rapport à la traduction française, L'Art invisible pour lui, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt l'art séquentiel. C'est-à-dire que la bande dessinée, c'est ce qui se passe entre les cases. Ouais. C'est l'art de l'ellipse. C'est-à-dire c'est le blanc qui sépare entre les deux dessins. Et ça, c'est absolument merveilleux. Et il va vous expliquer des notions de maquette, de comment rendre la vitesse, de comment rendre tout ça. Dans le deuxième tome, il parle de ce que c'est que le web, en disant comment on peut adapter le web, la bande dessinée au web. À tel point que quand Google a sorti Chrome en 2009, là je suis tombé vraiment sur le cul. 40 pages de bande dessinée de Scott McCloud. C'est ce que l'on avait sur chrome.com. D'accord. Google l'a commissionné en tant qu'auteur. C'est absolument génial. Et là, t'es là, tu fais waouh. Tu te prends une immense baffe parce que il arrive à expliquer justement pas mal de choses. Parce qu'il a su expliquer la bande dessinée à des novices sur des trucs qui sont extrêmement théoriques. Que ça soit aussi bien sur le lettrage, sur qu'est-ce qu'une ellipse, qu'est-ce que finalement un climax, un plésio-climax dans le scénario. T'es là, tu te dis, c'est absolument fou. Donc vraiment une fiction, effectivement, c'est Appleseed, trop peu connu malheureusement. Ne regardez pas la série sur Netflix, ne regardez pas les films qui ont été, les dessins animés, longs métrages qui ont été faits. Non, concentrez-vous sur la BD.
c'est étonnant. Et L'art invisible de Scott McCloud, parce que c'est une initiation en fait vraiment à ce que c'est que la bande dessinée. Alors, on n'a pas besoin de savoir dessiner, mais on apprend énormément de choses. Et surtout, Scott McCloud est très ouvert à toutes les cultures. Il va pas parler que de la bande dessinée américaine. Il va parler aussi bien de la bande dessinée française, la bande dessinée sud-américaine, la bande dessinée japonaise, en parlant à chaque fois vraiment de leur spécificité. Donc du Tezuka, on redécouvre des trucs, les références aux peintres du 19e. T'es là, tu prends un bonheur, et je crois que je vais le redire ce soir. Alors, ce que tu viens de dire m'amène une nouvelle question à laquelle j'avais pas pensé. Est-ce que tu Ouais. as déjà vu, quelque part, une bonne adaptation de bande dessinée, que ce soit en film ou en série? Oui. Pour moi, l'adaptation la plus fabuleuse, ça reste la plus pourrie, ça reste Blade Runner, parce que les androïdes reptiles de moutons électriques est quand même pas un roman fabuleux de Philippe K. Dick. Donc ça existe. C'est pas une BD. Mais ouais, mais en bande dessinée, c'est une très 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 bonne question. Euh, Monster. Monster, qui est un manga qui est extrêmement intéressant. C'est un polar absolument génial d'un tueur en série en Allemagne. D'accord. Et qui est dessiné par un japonais. Et les détails qu'il met, tu te dis, ok, il a vraiment visité l'Allemagne. Et quand il parle de l'Allemagne, de l'avant-effondrement du mur de Berlin et de l'après, tout ce qu'il raconte, waouh. Eh ben, il y a eu une adaptation en série télé qui était passée sur France 4, qui est super bien. D'accord. Pour moi, qui est pas mal, qui est énorme. Après, des adaptations qui ont vraiment rien à voir, alors que les œuvres sont cultes, et pourtant qui ont été dessinées par le réalisateur. Il y a Akira. Akira a été produit par Otomo en même temps qu'il dessinait sa série, et ça a divergé au bout d'un moment, littéralement. Et Nausicaa de la vallée du temps. D'accord. Nausicaa de la vallée du vent, excusez-moi, je suis désolé, voilà. Parce que quand ce qui allait devenir un studio Ghibli était en train de le réaliser, J'ai perdu et ben tout Xavier. simplement. Ah Non, il y a une petite coupure, c'est pas grave. Non mais t'inquiète, ça enregistre Ouais, ouais. de mon côté. Donc Nausicaa. Ah punaise. Ouais. C'est qui déjà qui l'avait fait? Ghibli, c'est Et Miyazaki? Miyazaki, ouais. C'est à Miyazaki, il Ok. a fait sa bande dessinée pendant qu'il commençait la Ok. Bah écoute, production on va conclure là. du film, et après il est allé trop loin. On va conclure là. Si vous connaissez, les dessins animés en question, plongez-vous dans ces mangas. Ça va vous retourner la tête quand à la moitié, vous n'allez plus rien reconnaître. D'accord. Moi, je vais terminer en parlant rapidement d'un auteur de BD que je connais depuis que je suis tout petit, qui m'a accompagné dans ma jeunesse, Ah, dont je suis un fan absolu des dessins et de l'esprit. C'est Marcel Gottlieb, qui faisait grand individu. voilà, les rubriques à braque, et je m'y replonge toujours avec plaisir parce que c'est vraiment il a une manière de dessiner et d'amener les choses qui m'a toujours fait hurler de rire. Donc, si vous pouvez lire du Gottlieb, allez-y, que ce soit du Guéluron, du Super Dupont ou les Aventures de la Coccinelle. Il a fait l'affiche du premier film des Monty Python en France. Ah, lequel c'était lequel le premier des Monty Python? C'était Je crois que c'était Folie des Monty Python, un truc comme ça. C'était les adaptations de leurs sketchs, de leur série. Et c'est vraiment ça. C'est le maître de l'absurde. c'est ça l'absurde. Oui, il dit pas l'absurde, parce que l'autre il a une gueule de bois, donc absurde. Ok, bah écoute, je te remercie, c'était vraiment Mais intéressant. c'est moi. Alors j'en suis désolé. Que ce soit intéressant, ça va, je survivrai. Et puis bah donc pour ceux qui veulent te suivre, bah, sur ton émission radio dont j'ai oublié le nom évidemment,
C'est à moi d'avoir. CPU, carré petit utile. Pour y aller, c'est très simple. CPU.pm. Donc, on en est à la 211e émission, qui va être un retour complètement barré. On va parler cette saison de réparabilité. On va parler d'enjeux électoraux aux États-Unis. Mhm. On va parler de langage forth, normalement. Et surtout, un pari complètement stupide. Expliquer l'URL à la radio, c'est-à-dire sans que vous l'ayez sous les yeux. Alors prenez un papier et un stylo, je dicte une fois, mais c'est un pari stupide, voilà. Mais il fallait le faire, et en fait, je crois qu'on va aller dans des délires complètement fous et tout à fait instructifs. Eh ben écoute, j'irai écouter ça. Voilà. Allez, bah écoute, merci beaucoup et à bientôt. Ok.